Sébastien. Bonjour à tous. Bienvenue sur sphèreéconomique.com. Bon, finalement, c'était pas une surprise pour toi la victoire de Trump, vu que tu nous l'avais annoncé il y a quelques semaines. C'était une surprise quand même, pour, je dirais, au moins deux raisons. Trois, avec l'ampleur de la victoire de M. Trump. La première surprise pour moi, c'était que là où on s'intéressait État par État, là où les républicains pouvaient gagner par rapport aux démocrates, en réalité ça s'est joué dans le Nord et ça en dit très long sur le message qui est envoyé par les électeurs américains à la Maison-Blanche. C'est la première vraie surprise. Et la deuxième surprise, c'est que même si on pouvait penser que Trump allait gagner, on pensait quand même que les marchés devraient digérer le choc et puis remontrer par la suite. Or, ça a duré 3 heures. C'est vrai, ça a duré 3 heures. Mais pourquoi que 3 heures? Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, basiquement, finalement, un candidat qui est élu en disant « je vais baisser les impôts des entreprises, je vais baisser les impôts des ménages, je vais faire des dépenses d'infrastructure, relancer finalement la machine aux États-Unis », on doit quand même pas mal le prendre en tant que tel. Et puis aussi, l'autre élément, c'est que très rapidement, les déclarations ont été plutôt modérées par rapport à ce qu'il avait dit auparavant. Et puis ça a continué petit à petit, y compris ce week-end où, quand il parle d'expulser 3 millions de Mexicains, finalement c'est à peu près autant que ce que M. Obama a fait avant lui. Donc on sent que tout ça ne devait pas être très pris au sérieux et c'est comme ça que résonne le marché aujourd'hui. Et pour faire le parallèle avec le positionnement pris dans les portefeuilles Shelter? Oui, alors on avait mis en place, avec cette probabilité Trump quand même, sur laquelle on était quand même un ticket, des couvertures dans les portefeuilles, en particulier sur les bourses, qui était le plus simple à faire. Et puis il faut être vraiment très vite, puisque ça a bougé vraiment le matin à l'ouverture. On a réussi à enlever ces couvertures dès le matin. Il y avait un gros piège à éviter qui était le traditionnel flight to quality. En réalité, c'était le message le plus négatif était sans doute pour le marché obligataire. Il a ouvert très haut tout de suite et il s'est mis à rebaisser, et il va continuer à rebaisser dans les jours qui ont suivi. Ça a en tout cas été très passionnant comme séance à gérer. Donc ça a été plutôt bon pour Shelter, mais vous avez peut-être quelques regrets par rapport à certains positionnements? Oui, dans l'ensemble, je dirais qu'on s'en est pas trop mal sorti. Si on devait quand même dire ce qu'on aurait pu faire de mieux, on aurait finalement dû avoir plus d'exposition actions, parce que globalement les actions ont monté, même si c'est surtout celles qu'on avait choisies, qui ont bien performé. L'autre regret, c'est qu'on était assez protégé sur les taux d'intérêt, comme chacun sait. Et ce que j'avais dit, c'est qu'il faut trouver le point de retournement pour vendre plus encore. Et ça, on n'en a pas trouvé. C'était le matin même. On a déjà bien fait d'avoir enlevé nos protections sur le marché action. Et puis finalement, on avait quand même mis dans les jours qui précédaient l'élection, considérant quand même que si Mme Clinton gagne, il ne fallait pas être à l'écart de ce qu'on pensait être un marché qui prendrait ça comme une bonne nouvelle. On trouvait que la partie la plus asymétrique pour jouer ça, c'était de mettre un peu de peso mexicain, et ça n'a pas été une bonne idée, puisque le peso mexicain était une des victimes de l'élection de M. Trump. Et puis dans les jours qui ont suivi, ça a continué d'ailleurs de se détériorer, ça rebondit un peu aujourd'hui, mais c'est quand même très fragile. Et on aimerait bien avoir ta vision par rapport à l'impact de la victoire de Trump sur la politique, à la fois intérieure et extérieure. Oui, alors on ne connaît pas tout, puisqu'il y a eu beaucoup de blabla pendant la campagne. On voit d'ores et déjà que ce ne sera pas l'essentiel de ce qui a été annoncé qui sera voté. Néanmoins, je trouve qu'il y a quelques réflexions, au moins 3 qu'on peut d'ores et déjà tenir. La première, elle est plutôt amusante entre guillemets. C'est que finalement, M. Trump a été élu avec un côté redistribution, les inégalités aux États-Unis, on en a beaucoup parlé, y compris dans ces murs depuis très longtemps. Et finalement, une des premières mesures, c'est la baisse des impôts sur le revenu, et qui va profiter dans sa masse pour 47%, c'est-à-dire la moitié va profiter aux 1%, justement, 1% des plus riches, et pour 25%, donc un quart, aux 0,1% des plus riches. Donc on comprenait plus aisément maintenant pourquoi c'est facile pour M. Trump de dire je m'assois sur mes 400 000 $ annuels que nous vaut la chance d'être élu président des États-Unis. Ça c'est le premier point. Deuxième point, après le Brexit, on a ça, on a l'élection italienne bientôt, les élections françaises évidemment pour nous. On a quand même ce sentiment que quand on donne la parole au peuple, il y a un côté je veux plus de distribution, je veux plus de dépenses, je veux quelque part
ce côté un peu reflationniste des économies qui est presque bienvenu parce que les banques centrales ont atteint leurs limites, et ça on l'a souvent dit, qui est devant nous. Alors, deux choses qui m'inquiètent. La première, c'est que il est plus facile de dire non à l'élection. Dans l'élection italienne, c'est plutôt le non qui tient la corde aujourd'hui. Puis on a les élections françaises derrière, et je regarde les primaires comme tout le monde, et je constate que le discours, c'est presque une guerre de retard, c'est-à-dire qu'il faut faire de l'austérité budgétaire, réduire, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le sentiment de l'électeur moyen aujourd'hui. Ça, c'est une première élément de réflexion à prendre en compte dans nos réflexions. Et puis enfin, la dernière remarque que je ferai, c'est que là, pour le coup, on retrouve l'américain républicain, tout pour nous les Américains, et puis un peu moins pour les autres. C'est vrai qu'on a vécu quand même, le budget militaire américain, c'est 7 fois la somme des 20 budgets suivants. Donc c'est les gendarmes du monde qui organisent, pour le meilleur et pour le pire, on va dire, la paix dans le monde. Évidemment, une façon de baisser le budget globalement pour Trump, ça va être ça. Et je pose la question, face au bloc russe qui est en train de se développer, face au bloc chinois où il y a quand même tout un tas de velléités en mer de Chine, un tas de sujets quand même, même si c'est de loin de chez nous. Évidemment, tout ce bourbier au Moyen-Orient entre les sunnites, les chiites soutenus, etc. Si on a moins de présence américaine et que finalement M. Trump dit finalement les Européens, vous êtes un pays riche, donc vous avez quelque part la possibilité d'organiser votre armée tout seul, alors que notre zone euro est déjà d'une certaine façon dans un sujet un peu existentiel, avec le Brexit, etc. Je pense que tout ça, ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles pour nous, Européens, dans le très long terme. Donc, pour résumer, c'est plutôt positif pour l'Américain moyen et négatif pour l'Européen. Je te remercie, Sébastien, et à bientôt sur sphèreéconomique.com.